Donc bonjour à tous, bienvenue dans le premier épisode de notre nouvelle émission. Je me présente, donc moi c'est Dagon, avec moi donc il y a Derrick. Salut. Et Haddock. Salut. Voilà. Donc on est trois jeunes Français et en fait on voulait tout simplement monter un podcast qui parle un peu d'actu et de politique en France avec nos idées, notre perspective. Donc on est tous dans notre vingtaine, on habite à Toulouse, on a des parcours un peu différents, voilà. Mais on voulait faire une émission où on parle de sujets qui nous intéressent, de façon à intéresser le plus grand nombre de gens à nos thèmes, à nos idées, voilà. Donc on voulait tout simplement parler un peu d'actualité, vu qu'il se passe quand même pas mal de choses ces temps-ci, et on voulait commencer en tant que premier gros sujet pour nous. On enregistre ça un dimanche, et comme vous le savez depuis maintenant 18 semaines, tous les samedis, c'est un peu la fête en France. C'est des manifestations, n'est-ce pas, comme c'est des gauchistes. Donc c'était une occasion aussi pour nous, dans le contexte actuel, de parler brièvement des gilets jaunes, et plus spécifiquement, vu que nous habitons tous à Toulouse, n'est-ce pas, de parler de la situation des gilets jaunes à Toulouse, puisqu'on sait que les gilets jaunes, c'est un mouvement qui par essence est décentralisé, c'est un peu un rhizome, pour pas dire un bordel, et du coup que le mouvement se différencie selon les villes où on se trouve. Donc ce sera l'occasion de parler de ça pour les auditeurs qui viennent pas de la région. Mais voilà. Donc est-ce que quelqu'un voulait commencer brièvement sur des remarques à faire sur les gilets jaunes? Petite remarque, parce que là, cet acte 18, il a suivi la marche pour le climat, qui a rassemblé aussi pas mal de monde, surtout l'extrême gauche en fait, comme d'habitude. L'extrême gauche qui prend l'avion, et des sacs en plastique, mais qui ensuite va faire des tags dans la fac de Paul Sabatier, par exemple, avec des bombes aérosols pour le climat. Mais du coup, nos gilets jaunes à nous, c'est aussi ces gens-là, voilà, à Toulouse, c'est l'extrême gauche. Elle tient le mouvement, les têtes de cortège, on voit, c'est ACT UP, c'est les Antifa. C'est compliqué à Toulouse d'être patriote et gilet jaune sans se faire virer. Ce qui est un peu triste en fait, parce que les patriotes, dans le mouvement des gilets jaunes, ont souvent une belle capacité d'action, font des trucs assez marquants. Ils font de belles banderoles, ils font parler le mouvement, et en plus sans mettre un bazar exceptionnel, sans qu'il y ait nécessité d'intervention de force de l'ordre. Et à Toulouse, en tout cas, c'est une sacrée perte de la part des gilets jaunes de se mettre, pas se mettre à dos, mais de les mettre à l'écart. Vraiment triste de voir qu'en fait, un mouvement qui à la base se disait non revendiqué soit complètement sapé comme d'habitude par l'extrême gauche, comme elle l'a fait pour quasiment tous les mouvements sociaux depuis une trentaine d'années, je dirais. Ouais, non mais ça effectivement, t'as soulevé le problème, c'est qu'effectivement ils se sont laissés récupérer. Il y a à force de dire qu'ils voulaient pas de parti, pas de syndicat, pas de représentation, pas de porte-parole, pas de candidat aux élections, machin. En fait, au final, à force de le crier tellement haut, en douce, ils se sont clairement fait récupérer par les syndicats. Là, à Toulouse, ça fait belle lurette que le cortège de la CGT et le cortège des Gilets jaunes se rejoignent pour former un cortège commun chaque semaine. Ce qui est incroyable quand on sait que dans les premières semaines des Gilets jaunes, quand certains Gilets jaunes avaient balancé des clandestins à la police, parce que voilà, il y a des gens qui pénétraient de façon illégale et légitime chez nous, que faisait la CGT? Les insultait, c'est les heures les plus sombres, gna. Donc on avait tout le discours en fait antifasciste qui anime le syndicalisme de gauche en France depuis X années, qui était réanimé, et maintenant qu'il y a une opportunité de récupérer le tout de façon grassement opportuniste, là par contre, voilà. Ouais, mais en fait, ils ont été surpris par un mouvement authentiquement populaire en fait, eux qui avaient délaissé le peuple depuis très longtemps, et du coup au début effectivement ils ont pas trop su comment s'y prendre, mais petit à petit surtout en fait avec les violences en fait, les violences qui ont émané au départ en fait, effectivement il y a des groupes de black blocs comme on les appelle, qui sont peut-être de tendance plutôt anarchiste, qui se sont greffés au cortège des actes 2 et 3 surtout, mais ils étaient largement suivis par des gilets jaunes lambda, des citoyens patriotes, anti-Macron, voire même, en tout cas anti-fiscaux sinon libéraux. Ils étaient suivis dans cette violence, effectivement, cette violence politique, et à ce moment-là la droite en fait s'est réfugiée du côté du pouvoir, dans la tradition qui est la sienne, de surtout ne pas faire de vagues, ne pas faire peur aux bourgeois en fait. Et là-dessus, effectivement, les syndicats, les mouvements d'extrême gauche qui eux justement sont habitués
à ces violences, sont habitués voilà à critiquer ouvertement la police, etc. Ont su être là en fait au bon moment pour ces gilets jaunes, des gilets jaunes qui pourtant voilà sont patriotes, ne sont pas du tout des communistes ni des anarchistes, mais en fait ils se sont dit au final nos seuls alliés face au pouvoir c'est l'extrême gauche. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il s'est passé un truc très intéressant, et c'est notamment très visible quand on suit, par exemple, quelque chose comme Twitter, qui permet de faire la veille, vraiment, voilà, avec une grande masse d'informations. C'est le développement chez les participants aux manifestations Gilets jaunes, alors pas partout évidemment, mais d'une sorte de conscience de droite, anti-flic. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui commencent à comprendre que la police, théoriquement, c'est le gardien de l'ordre, mais dans les faits, c'est surtout le gardien de l'État, ce qui est pas tout à fait la même chose. Parce qu'il y a des gens de droite qui comprennent qu'il faut pas être un anarchiste débile, voilà, mais à comprendre qu'effectivement, dans des luttes politiques, il est tout à fait légitime de s'opposer à la police ou aux forces de l'ordre. Ce qui veut pas dire qu'on n'aime pas les forces de l'ordre en tant que telles, mais qu'on comprend que par logique militante et politique, voilà, c'est des gens qui vont s'opposer à nous, ne serait-ce que parce que c'est leur métier. Même si on connaît des anecdotes et des histoires qui font dire que parfois ils font du zèle, c'est autre chose. Mais voilà, et il semblerait que les décideurs ou les partis de droite sont passés complètement à côté de cette nouveauté et se sont simplement réfugiés dans le réflexe bourgeois de cirer les pompes de la police, alors que la police, c'est triste à dire, mais quand on se débarrasse un petit peu des abstractions ronflantes qui polluent un peu le débat public, la police, pour l'instant, il bosse pour l'État, pour le régime de Macron, quoi. Ouais, c'est ça. Alors s'il y avait quelqu'un d'autre, il bosserait pour cette autre personne, mais concrètement, ça fonctionne quand même comme ça. Et donc, là, il y a eu une grosse erreur d'appréciation de la part des corps intermédiaires ou des corps dirigeants de droite. Et là, pour le coup, quand on parle de droite, ça comprend des LR jusqu'au RN. Ah oui, alors là, oui, effectivement, nous, on va pas faire dans le détail là-dessus. C'est vrai que, on a une conception large de la droite. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, il semblerait que chez les participants, il y a le côté un peu schizophrène, c'est-à-dire que idéalement les gens voudraient de l'ordre, mais ils comprennent bien que les gardiens de l'ordre ici sont plutôt des adversaires dans le combat politique. Mais chez les républicains et tout, on dit il faut soutenir nos braves forces de l'ordre. Soutien total et inconditionnel aux forces de l'ordre. Voilà. Comme d'habitude. Voilà, sachant que c'est d'autant plus agaçant que c'est cette même droite qui joue un peu sur le volet sécuritaire pour gagner les élections et qui en fait à chaque fois qu'elle est au pouvoir se couche intégralement devant l'insécurité qui ravage le pays, quoi. Donc c'est d'autant plus agaçant d'avoir à subir ça. Mais je dirais que pour revenir sur l'idée de récupération, les Gilets jaunes c'était quand même intéressant parce que c'était peut-être le plus grand mouvement qui soit à la fois populaire et populiste en France depuis des décennies. C'était quand même un mouvement qui était antifiscaliste, qui était contre l'immigration, très clairement. Les gens parlaient du pacte de Marrakech, ils voulaient pas que les migrants viennent chez eux. C'est un truc que tout le monde sait, que personne n'ose dire, il faut l'admettre. D'un point de vue identitaire, voilà, il y a que des Français de souche ou d'immigration européenne qui participent aux Gilets jaunes. Je me souviens dans les premiers actes, c'était criant, quoi. C'était évident. Et souvent, d'ailleurs, les confrontations qui existaient, qu'on pouvait voir entre des automobilistes, c'était à l'époque où les Gilets jaunes faisaient des blocages, et les bloqueurs en Gilets jaunes, c'était justement souvent des conducteurs qui étaient issus d'immigration, voilà. Donc il y a aussi cette grille de lecture-là. C'était un mouvement de gens qui, alors, qui n'était pas, c'était pas Nuit debout, quoi. C'était autre chose, voilà. Et maintenant, c'est devenu Nuit debout, en fait. C'est-à-dire voilà, on est passé d'un mouvement antifiscaliste à un mouvement pour l'ISF. Alors, on peut discuter de fiscalité, il n'y a pas de problème, c'est pas parce qu'on est de droite qu'on adore l'accumulation du capital, mais l'ISF, on sait que c'est un impôt qui était quand même franchement inefficace, au-delà de la légitimité, donc se battre pour ça, c'est quand même un signe qui trahit vraiment une idéologie gauchiste, faut prendre tout le pognon, etc. Il y a un côté très naïf là-dedans. C'est des gens qui sont pour se rallier aux syndicats, alors que la France est le pays de l'OCDE avec le taux de syndicalisation le plus bas. Si on est entre 8 et 11% selon les estimations, c'est dramatiquement bas, sachant que les syndicats, notamment la CGT, sont grassement subventionnés, c'est-à-dire qu'entre eux, de ce que j'ai vu, alors il y a plusieurs estimations, parce que c'est des informations très difficiles à obtenir, on est entre 25% et 40% de l'intégralité du financement de la CGT qui soit issu des subventions. C'est-à-dire que si ces gens-là ne sont plus subventionnés par le contribuable, c'est des mouvements qui se cassent la gueule, quoi. Il faut le dire. Bon, c'est quand même triste. C'est-à-dire que, à mon avis, c'est pas fini. Bon, on verra où ça nous mène. Mais ça montre que le problème des mouvements décentralisés, c'est qu'on peut se faire récupérer par le bas, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, les Gilets jaunes ont eu des intuitions pas forcément incorrectes en n'acceptant pas certains des représentants qui étaient un peu des guignols, qui sont ici à la tête du truc, donc ils ont fait preuve de discernement. Le problème, c'est que si ça se cristallise pas dans des choses un petit peu organisées, un petit peu structurées,
très vite des gens qui ont eux une expérience de la récupération politique peuvent se pointer et dire non mais en fait vous vous battez pas pour ça, vous vous battez pour ça. Ouais, ça, mais en fait de base le mouvement avait aussi une tendance à l'autodestruction en fait. Oui. De par voilà son de par sa répulsion pour tout ce qui était représentation, organisation, etc. Effectivement, en fait, j'ai envie de dire, enfin, on est dans un mouvement qui était pas anarchiste mais anarchique. Ouais. Et de là, en fait, rien d'ordonné ne peut sortir au final. Bah oui, c'est-à-dire que c'est de Benoît qui avait dit ni César ni Tribun, le populisme à l'état pur. Mm-hmm. Et oui, c'est ça pour le meilleur et pour le pire. Enfin, moi, je me définis comme populiste, j'ai aucun complexe avec ça. Maintenant, c'est vrai que là, on est dans une vision qui est un peu presque adolescente, c'est-à-dire on va tout faire par le RIC en fait. Oui. Et c'est pour ça d'ailleurs à mon avis que ça s'est cristallisé autour du RIC les revendications, c'est que ça permet de transcender les trucs sur les taxes. On voyait bien que les gens étaient pas d'accord, l'immigration était pas d'accord, en disant non mais c'est pas grave, tout ce qu'on veut c'est le RIC, on décidera après. Mm-hmm. Alors même que le RIC, suivant les petites différences, comment on aborde le sujet, c'est soit un truc qui effectivement permet de donner la parole au peuple et de faire de faire entendre la voix de la nation, ou alors ça peut être vraiment le truc d'anarchiste libertaire du lycée quoi. Enfin, c'est vraiment... Après moi à titre personnel, bon, on pourra peut-être en reparler sur une autre émission, mais le référendum d'initiative populaire, je préfère parler de référendum d'initiative populaire dans la mesure où en fait partout ça existe, c'est le terme qui est employé. Hein, le RIC donc avec référendum d'initiative citoyenne, c'est juste sorti du programme de Mélenchon, pardon. Oui, pour ne pas reprendre ce qui était dit dans le programme de Marine Le Pen. Voilà, c'est ça exactement, il voulait juste effectivement éviter ça. Bref, donc du coup là, le référendum d'initiative populaire, je pense que c'est quelque chose qui peut être très très sain. Et je pense aussi que le fait que une grande majorité des gilets jaunes et une grosse minorité des Français soutiennent activement ou au moins passivement l'instauration de ce référendum, c'est à mon sens un signe d'espoir en fait, de bonne santé politique de notre peuple. Parce que effectivement on est face en fait à une dépossession de la vie politique. Les Français on parle souvent de crise de la représentativité. Moi j'aime pas trop le terme parce qu'au final, qu'est-ce qui nous dit que la démocratie devrait être représentative au final? Oui. Mais en revanche, il y a une dépossession de la vie politique. La politique, qu'est-ce que c'est? C'est la vie de la cité. Donc en fait, quand les gens sont dépossédés de la vie politique, ils sont dépossédés de leur propre vie quotidienne. Oui. Et c'est ça en fait qui transparaît dans la revendication du RIC. C'est de se dire voilà, on veut nous aussi être partie prenante en fait dans les décisions, dans ce qui nous concerne en fait. Et c'est pour ça se réapproprier la politique en fait. Exactement. Ouais. En fait, c'est des gens qui veulent participer à la prise en main de leur propre destin, donc c'est encourageant. C'est-à-dire que longtemps on s'est plaint de l'apathie des Français qui laissaient tout se faire sur leur dos, ce qui n'était pas totalement injustifié, il faut quand même être honnête. Aujourd'hui, les gens veulent, les gens, une partie importante de la nation historique, du peuple réel, on l'appelle comme on veut prendre des instruments pour véritablement reprendre le pouvoir, rediriger les choses. Mais voilà, donc c'est intéressant quand même. C'est une démarche qui fait dire qu'il y a encore de l'énergie dans le peuple français, ce qui est quand même encourageant, et avec de l'énergie on peut travailler. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Après, il semblerait aussi qu'il y ait aussi dans la revendication pour le RIC une sorte de dégagisme par la bande, c'est-à-dire qu'en fait on se dit les dirigeants politiques sont quand même incapables, incompétents ou malveillants ou un mix des trois depuis combien de décennies. On va faire le boulot nous-mêmes quoi. Alors ce qui est encore une fois bien, mais bon, c'est après ça traduit bien, disons que ça traduit bien le mot qui revient tout le temps, c'est le mot crise en fait. On est dans une crise politique, c'est clair. C'est une crise, que ce soit crise de la représentativité, une crise démocratique, tout ce qu'on veut, on est dans une crise politique sans précédent en France. Enfin, sans précédent, en tout cas depuis la Révolution dite française. Oui, même depuis la 5e République en fait, puisque c'est un régime qui a duré longtemps, mais là on sent bien qu'il est un peu qu'il est un peu chancelant. C'est pour ça par exemple que même si j'aime beaucoup ce qu'il écrit, ce qu'il dit, lorsque Zemmour nous explique en fait il faut revenir à la vraie 5e République, etc. À mon avis, c'est peut-être aussi un tropisme générationnel chez lui. Hein. Ouais. Non, après, je pense que c'est évident pour beaucoup de gens que voilà, la 5e République était faite par De Gaulle et pour De Gaulle, qui ne pourra marcher pour personne d'autre. Oui, parce qu'en fait, on voit qu'il y a une baisse de niveau permanente depuis que c'est plus De Gaulle qui y est, quoi. Donc, voilà, c'est ça. Faut en tirer les conclusions qui s'imposent. Mais après, ce qui veut pas dire qu'il faut la 6e République telle qu'elle peut être proposée par d'autres. Enfin, non, toujours une multiplicité de modèles à proposer. Mais il semblerait quand même que la vieille 5e République, elle a un peu fait son temps et carrément. Enfin, ce qui pose d'ailleurs globalement la question de la centralisation politique en France, puisque le fait que tout se décide à Paris, c'est peut-être aussi
On sentait qu'il y avait peut-être un peu ce côté-là aussi chez les Gilets jaunes, avec tous les drapeaux régionaux qui sortaient très vite, le côté on veut gérer nos propres affaires nous-mêmes. Oui, et puis aussi l'initiative de Flyrider qui disait d'aller dans des villes de province en fait et de pas toujours aller à Paris pour justement montrer cette décentralisation du mouvement. Non, c'est vrai qu'en fait c'est assez marrant en fait quand on essaie de retracer le cours de la discussion qu'on vient d'avoir, c'est qu'en fait ces Gilets jaunes ça balaye un pan tellement large en fait de la vie politique française qu'on pourra en parler pendant des heures. Oui, non, c'est sûr. Mais oui, bon, d'ailleurs on pourra le refaire de toute façon. Ça exactement, on pourra faire peut-être des émissions thématiques là-dessus, voilà, on verra. Parce que de toute façon, bon, tant que les mobilisations continueront, il y aura probablement de nouvelles choses à dire dessus. Exactement. On sera jamais à court de choses à dire. Donc maintenant qu'on a fait le tour, on peut passer au deuxième sujet qui va être la question des élections européennes à venir. Et en fait, les quelques éléments qu'on avait apportés sur la question, donc je crois que toi, Derek, t'avais quand même bossé le sujet. Donc est-ce que tu auras des choses à nous dire sur les élections européennes qui viennent? Ouais, effectivement, du coup, ce qui est ressorti de ce que j'ai pu voir dans l'actualité ou autre, c'est qu'il y a vraiment deux échelles en fait qui vont se dessiner là pour les grands enjeux de ces européennes. Il y a des grands enjeux qui vont être européens et des enjeux nationaux, évidemment. Pour commencer par l'enjeu, on va dire le plus évident, c'est l'enjeu européen. Au niveau du Parlement européen, en fait, il y a trois groupes, trois partis même en fait, parce que là on parle même de partis européens. Il y a trois partis patriotes, les conservateurs et réformistes européens, l'Europe de la liberté et de la démocratie directe, et le groupe Europe des nations et des libertés. Ce dernier étant le parti européen du Front National. Du Rassemblement National. Du Rassemblement National maintenant, effectivement. On aurait tendance un petit peu à penser que voilà, l'Europe des nations et des libertés serait la référence patriote, parce que voilà, d'un point de vue français, effectivement, c'est le RN maintenant qui est la référence, alors qu'en fait le RN en termes de nombre de députés c'est le dernier de ces trois partis. Le premier étant les conservateurs et réformistes européens, qui jusqu'à présent rassemblaient essentiellement les conservateurs anglais et le PiS, le Parti droit et justice, au pouvoir en Pologne, et qui a été rallié récemment là par Dupont-Aignan et Debout la France. Dupont-Aignan et Debout la France qui auparavant appartenait à l'Europe des libertés et de la démocratie directe, aux côtés notamment des patriotes ou du UKIP par exemple. Ce ralliement en fait de Debout la France à l'ECR, il est assez important, même si Debout la France à échelle nationale encore une fois, il semble pas. Ça pèse peu, c'est pas un parti de masse. Ça pèse très peu, et pourtant en fait, ce qu'il faut comprendre en fait quand on parle du Parlement européen, c'est que c'est vraiment là que se joue, au Parlement européen, on est clairement dans une logique politicienne où en fait c'est un jeu d'alliance qui va faire la politique européenne. Ce qui fait que le ralliement donc de Dupont-Aignan, malgré son faible point en France, dans ce parti, peut permettre également, au vu du contexte, avec le PPE qui est en train d'exclure le Fidesz de Viktor Orban, peut permettre en fait une agrégation des principales forces patriotes autour de ce parti, notamment aussi la Lega de Salvini, qui cherche en fait par tous les moyens à se détacher du Rassemblement National, qui en fait a une mauvaise image à l'international. Et ce parti-là, jusqu'à présent, était le troisième principal parti au Parlement européen. Et aujourd'hui, son ambition, avec ces ralliements-là, serait de devenir le deuxième, voire le premier parti au Parlement européen. Donc ça, voilà, c'est un premier enjeu qui me semble important. Si je peux me permettre un truc, c'est donc tu faisais remarquer que le Rassemblement National avait une mauvaise réputation, une mauvaise image à l'échelle européenne. C'est vrai, puisque on se souvient des déclarations de Nigel Farage à l'époque où il était au UKIP, donc c'était avant la procédure du Brexit, c'était quand même il y a plusieurs années, où il disait qu'il refusait absolument d'être assimilé à quelqu'un comme Marine Le Pen, à cause notamment des frasques et des sorties de son père, qui faisaient que le RN, enfin à l'époque le FN, avait la réputation vraiment d'être un parti vraiment de débile quoi. Oui, voilà, ça c'est un peu bas du front si on peut dire, avec voilà le côté antisémite, les sorties vraiment xénophobes excessives, le style tapageur, etc. Alors qu'au contraire, ces partis vraiment populistes qui pour le coup étaient quand même assez récents et qui ne fonctionnaient pas sur un logiciel du XXe siècle, n'avaient pas d'intérêt ni l'envie de s'associer à ce genre de réputation et d'image, et du coup il y avait cette tension qui existait bien
Voilà, donc il semblerait que ce soit quand même assez difficile pour le Rassemblement national, dans le contexte de l'émergence de tous ces partis populistes qui sont quand même assez originaux, c'est-à-dire que la Lega, bon, c'était la Padanie, il y avait un côté euro-régionaliste, bon, ils se sont un peu calmés là-dessus, mais il y avait un côté quand même assez intéressant là-dessus. C'était un côté très identitaire, là où à l'époque le Front National restait nationaliste, en fait. Oui, c'est ça, tout à fait, et avec un côté populiste clairement assumé, et où c'est des gens qui n'étaient pas obsédés par des références un peu obsolètes du passé, et il semblerait que le RN ait quand même toujours du mal à s'intégrer là-dedans, puisqu'en fait on lui rappelle sans cesse, qu'il le veuille ou non finalement, voilà, son patrimoine du passé, c'est-à-dire bon voilà. Donc c'est intéressant de noter que finalement dans ces différents ces différents partis européens qui rassemblent eux-mêmes des partis nationaux des pays d'Europe, en fait se joue aussi la question de la différence entre c'est ce qu'avaient dit Camus et Lebourg dans leur bouquin Les droites extrêmes en Europe, c'est qu'en fait on voit très bien qu'il y a différentes généalogies des partis de droite, et que c'est assez difficile de faire cohabiter des partis, on va dire, simplement populistes, identitaires, avec des partis nationalistes, un peu, voilà, qui sentent un peu la naphtaline, voilà, pour pas dire autre chose, et en fait, qui ont du mal à faire une rupture avec les démons du siècle passé, quoi. Il semblerait que ce soit également quelque chose qui reste, c'est-à-dire qu'en fait, contrairement à ce qu'ont pu penser certains médias de gauche, etc., il n'y a pas d'international du nationalisme, en fait. Ça s'est jamais fait, il semblerait que ça se fasse pas. Et bon voilà, on peut comprendre pourquoi, notamment avec les questions du problème d'image et de réputation du Rassemblement national, quoi. Ouais, c'est ça, parce que du coup au final la principale coalition, donc ce qui peut devenir la principale coalition patriote en Europe, rassemblera vraiment énormément de tendances. Voilà, que ce soit les conservateurs anglais, le Parti droit et justice polonais ou encore Debout la France, on voit bien que ça a un peu rien à voir. Mais voilà, la seule chose qu'ils ont en commun, voilà, c'est un petit peu ce patriotisme. Voilà, donc du coup ça c'est pour le volet européen. Après à échelle française, c'est vrai que de se dire que mince le premier parti européen serait Debout la France, ça semble un peu un truc de fou, parce que aujourd'hui en fait on le voit avec les sondages, hein. Il y a beaucoup de gens qui vivent, que ce soit parmi les cadres politiques ou parmi les électeurs qui s'y intéressent de plus ou moins loin. Il y a une certaine volonté de rejouer le second tour des présidentielles. Ouais. C'est vraiment, on est à nouveau face. Alors voilà, c'est aussi organisé par les instituts de sondage, la presse qui entretient ça, organisé aussi par Macron qui a voulu imposer en fait cette dichotomie, voilà, progressiste contre conservateur, mondialiste contre patriote. Et donc en fait on est vraiment dans un second tour permanent entre Macron et Le Pen, avec toutes les on est dans un second tour permanent entre Macron et Le Pen, avec tout ce que ça implique de négatif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'en France le premier parti aux européennes à l'arrivée ce sera peut-être le Front National, qui au final se retrouvera dans l'un des groupes les plus minoritaires du Parlement européen. Oui. Et on voit aussi que, ça m'y fait penser parce que tu parlais des électeurs qui s'intéressent de plus ou moins loin à ces élections. Il semblerait je me contente de spéculer, mais qu'une des raisons pour lesquelles il y a une mobilisation quand même faible pour ces élections européennes, c'est qu'en fait, surtout en France, où on a un peu le côté le suffrage universel direct, où on élit notre roi, bon voilà, on a du mal à comprendre l'enjeu d'une élection européenne. En fait, c'est-à-dire que pour beaucoup de gens, ils comprennent pas vraiment à quoi ça sert, et c'est difficile de les blâmer, puisque c'est un système qui est quand même difficile à comprendre, le rapport entre la Commission, le Parlement, etc. Et en fait, c'est d'autant plus accentué que pour beaucoup de partis, en fait, les européennes, c'est simplement en fait de gagner de l'argent, en fait, très concrètement. C'est avoir beaucoup de députés européens, même si ces députés ne font rien de leur mandat, ça peut être un moyen très très efficace d'acquérir beaucoup d'argent, qui permettent en fait d'assurer la pérennité du parti, quoi. Ouais. Et c'est aussi, on peut le dire quand même, même si on est tous patriotes autour de cette table, c'est que le Rassemblement national vit notamment de ça, en fait, c'est de fait d'avoir des députés européens qui lui permettent entre autres de se perpétuer économiquement. Bon, ce qu'ils ont pas les seuls à le faire, hein, évidemment, tout le monde le fait, mais voilà. Et c'est peut-être aussi pour ça que c'est un peu malvenu d'essayer de rejouer un second tour permanent qui n'a pas lieu d'être. Surtout qu'en plus on voit bien que chaque parti, il y a le RN, la France Insoumise ont fait pareil, etc., tente de mettre en avant une figure, la tête de liste, en fait, pour prendre la direction de l'élection européenne. Il semblerait d'ailleurs que le schéma récurrent dans la nomination des têtes de liste soit de prendre des gens
qui en fait soit assez malléable idéologiquement, assez jeune, et qui soit pas une menace en fait. Oui, c'est un peu de la chair à canon qu'on envoie au carton là. C'est ça. En fait, ils n'ont pas un rôle hyper important. Il faut juste que ce soit des gens qui disent pas des idioties, qui connaissent la ligne du parti. Puis après tout, il faut pas que ce soit une menace. C'est-à-dire que même si ces gens réussissent l'élection, il faut pas que dans la tête de l'électeur on se dise ah bah tiens c'est peut-être lui qui pourrait prendre la direction du parti. C'est ça. Donc c'est un peu de l'épicerie politicienne, faut le dire. Ouais. Et puis aussi il y a donc tout ce que t'as dit est très vrai, et il y a aussi un autre facteur qui est à notre désavantage en fait, c'est que bon, selon les instituts de sondage, l'électorat qui s'intéresse le moins aux élections qui viennent, c'est justement l'électorat défini dans les médias comme eurosceptique. Tous les électeurs de la France Insoumise, du RN ou de DLF s'intéressent très modérément au scrutin. Oui. Alors qu'en revanche, l'électorat Macron, même les Républicains ou PS s'intéressent de beaucoup plus près à ce scrutin, parce qu'en fait, effectivement, ils ont ce sentiment d'appartenance en fait. J'ai pas envie de dire européen, parce qu'en fait ils ont pas ce sentiment d'appartenance européen à l'ensemble européen, mais ils ont un sentiment d'appartenance à cette entité politique qu'est l'Union européenne. Oui, il semblerait qu'en fait plus le sentiment d'appartenance à l'UE soit fort, plus le sentiment d'appartenance à l'Europe est faible. Ouais, c'est exactement ça. Particulier. Inversement proportionnel comme on dit. Voilà, exactement. Ouais. Mais oui, ce qui est d'ailleurs un problème dans la psychologie des électeurs, c'est-à-dire que les gens qui auraient le plus intérêt à s'intéresser à ces élections pour alors soit avoir une posture eurosceptique radicale qui consiste en gros on sort de l'article 50 comme dit l'inénarrable François A, ou alors qui consiste à un peu amener l'UE dans un sens qui serait plus propice à favoriser les intérêts des nations européennes et des peuples européens. Ces gens-là qui ont le plus d'intérêt à s'intéresser à ce qui se passe à l'UE en fait ne s'y intéressent pas, ce qui évidemment est un énorme problème, puisque c'est-à-dire qu'en fait on laisse l'institution dans les mains de gens qui veulent pas en faire ce que nous on veut faire quoi. Ouais, exactement. Donc ça me paraît être idiot, mais c'est intéressant même si vous avez qu'un temps limité à consacrer pour vous informer aux élections européennes, d'y participer quoi. Ne serait-ce que pour éviter une vague macroniste ouais, c'est ça, exactement. En France quoi. Enfin, Parlement européen. Mais... Après, c'est vrai que voilà, il y a effectivement ce côté, cette tentation pour parler un petit peu d'électoralisme franco-français. Il y a cette tentation, on va dire, de vouloir faire barrage à Macron. Comme ce que certains ont voulu faire au second tour des présidentielles, de vouloir faire barrage à Macron et donc de voter vote utile Rassemblement National. Mais pour moi, il y a vraiment une question qui se pose là-dessus. Je dis pas que j'ai la réponse et je lance aucun appel au vote évidemment, et je suis même pas moi-même sûr du vote que je mettrai dans l'urne lors de ces élections. Mais si effectivement d'un point de vue national, il y a ce second tour qui se rejoue avec peut-être une volonté de montrer que les patriotes sont en tête et qu'on laisse pas passer Macron, alors que en plus, j'ouvre une parenthèse, c'est la première fois que à des élections de mi-mandat, le parti au pouvoir est en tête dans les sondages. C'est la première fois. Oui, c'est très étonnant. Voilà. Alors que justement il y a cette fameuse alternance entre guillemets qui a voulu être instaurée un petit peu, quand un parti est au pouvoir, c'est le parti d'opposition qui prend la tête des sondages et qui gagne les élections intermédiaires. Là non, en fait, justement en voulant rejouer ce second tour, il arrive à mobiliser en surfant sur la peur. On a vu d'ailleurs le dernier clip de campagne d'En Marche où Macron dit vous pouvez éviter le chaos en Europe, le chaos des populismes, etc. Ça c'est caricatural, mais ça traduit quelque chose quand même. Du coup, je referme cette parenthèse. Donc on peut être tenté de rentrer un petit peu dans ce jeu, mais pour moi il y a deux autres choses en fait qu'il faut prendre en compte. Déjà, c'est le contexte européen dont je vous parlais, où le Front National le RN ne pèsera rien au Parlement. Et ensuite, l'autre enjeu important dans ces élections, qui est un petit peu mis sous le tapis, justement caché par ce duel qui se rejoue, c'est la recomposition de la droite. Oui. François Fillon n'est pas arrivé au second tour des présidentielles. Les Républicains, qui pourtant étaient présents à tous les seconds tours depuis la création de la Ve République, les Républicains n'étaient pas présents à ce second tour. Ils ont fait un score ridicule. Et aujourd'hui, ils sont en train de remonter la pente. En tout cas dans les sondages. Oui. Au début, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais au début des premiers sondages qui sortaient sur les européennes, les Républicains étaient autour de 10%, et Debout la France, qui
venant de la droite mainstream ou voilà de droite de gouvernement, s'était allié à Marine Le Pen, qui voilà, tout en étant sur sa ligne qui peut sembler peut-être molle ou un peu modérée, voilà, qui peut peut-être ne pas faire rêver, ils ont quand même porté leur couille au moment où il fallait. Debout la France était dans les sondages à 7-8%. C'est-à-dire au coude à coude avec les Républicains, on était clairement dans la zone d'incertitude, hein. Dans un sondage, il y a un point et demi, voilà, à peu près, d'incertitude, donc en fait les courbes se croisaient. Aujourd'hui, la tendance s'est inversée dans les sondages. La question qui se pose aussi, c'est de savoir qui finance les sondages, hein. La question se pose là pour ce duel-là, LR-DLF, mais il se pose aussi pour République En Marche, RN, hein, qui finance les sondages, parce qu'en fait l'institut sondage va toujours gonfler les chiffres de celui qui commande le sondage et un petit peu amoindrir les chiffres de leurs principaux opposants. Donc voilà, c'est assez intéressant de se dire que si cette tendance des premiers sondages ne s'était pas inversée, si ce qu'on a vu dans les premiers sondages se concrétisait finalement au score final, est-ce qu'on n'assisterait pas à une recomposition de la droite avec un parti comme Debout la France par exemple? Mais je dis ça parce que là c'est eux qui sont présents sur la scène politique, mais peut-être que demain ce sera un autre. Mais voilà, si un parti comme Debout la France se mettait à représenter la droite de gouvernement en France, ce serait, je pense, un grand signe d'espoir pour nous. Oui, parce que, de toute façon, ce qu'on appelle la recomposition de la droite, c'est quelque chose qui est larvé depuis plusieurs décennies déjà, hein. Ça fait depuis, en gros, le rassemblement de l'UDF et du RPR au sein de l'UMP, ça fait quand même c'est 2002, quoi, donc ça fait quasiment 20 ans, en fait, hein. Et, il semblerait que par exemple la nomination, le fait de nommer Bellamy tête de liste, etc., fait quand même couler beaucoup d'encre. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup plus de critiques qui émanaient du sein des Républicains pour dire, toujours préfacé dans les médias, je ne partage pas ces idées, je ne les partagerai jamais. Idée d'ailleurs jamais très bien définie, mais c'est une autre question. Il semblerait quand même que là il y a une vraie rupture qui est en train de se jouer dans le grand parti de droite, qui est comme un phénomène qui nous accompagne depuis longtemps dans la politique française, où il y a en fait un parti de coalition de droite où il y a des centristes, des libéraux, des chrétiens démocrates, des conservateurs, etc. Et il semblerait que là il y a une vraie rupture qui est en train de se jouer, où effectivement il faut assumer entre une droite finalement centriste, libérale, jupéiste, quoi, et une droite qui a un ton beaucoup plus populiste, une orientation identitaire affirmée, etc. Exactement. Et il semblerait quand même que là, au Conseil national des Républicains là qui a eu lieu il y a pas si longtemps, ils ont quand même parlé d'un combat civilisationnel, quoi. Oui. Voilà. Donc ils sont clairement placés dans ce champ lexical là. Tout à fait. Maintenant après, ça a pu être aussi pas forcément civilisationnel, mais le champ lexical, voilà, un peu populiste. C'est un champ lexical qui a été utilisé aussi par Sarkozy en 2007, et ça l'a pas empêché de tout trahir. Voilà. Donc moi c'est pour ça qu'effectivement, quand je parlais effectivement, voilà, de partis patriotes au Parlement européen, mais même au niveau national, les Républicains pour moi n'en font pas partie, malgré que Laurent Wauquiez effectivement sort sur cette vague, que François-Xavier Bellamy écrit des choses très intéressantes. Par ailleurs, pour moi, les Républicains font clairement pas partie de ce... Ah, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. C'est-à-dire qu'à mon avis, là, on est face tout simplement à comment on pourrait dire ça? À des bourlingueurs de la politique qui identifient une opportunité électorale, c'est-à-dire l'électorat de droite a envie qu'on lui parle d'identité, d'une certaine forme de justice sociale, d'une nouvelle institution politique, en fait, pour dire très clairement qu'ils s'orienteraient vers la démocratie directe, voire la démocratie illibérale, comme on dit maintenant. Mais par contre, voilà, est-ce que ces gens sont prêts à sauter le pas? On peut quand même franchement en douter, quand on voit que c'est des gens qui ont fait des séries de retournements de carrière. Donc, on peut penser à Wauquiez, qui aujourd'hui se la joue, essaie de se la jouer borderline, populiste, une sorte de Sarkozy 2. C'est quelqu'un qui avait commencé sous Jacques Barrot, je crois, qui était vraiment la synthèse platonicienne du bureaucrate centriste. C'était un peu l'enfer. Et on pourrait penser à Juppé, à tant d'autres. C'est-à-dire qu'effectivement, la question, en fait, voilà, le paramètre qui va compter pour savoir si la recomposition de la droite se fait de façon effective et durable, c'est est-ce que les électeurs classiques de la droite vont encore est-ce qu'ils vont se faire avoir, en fait? Est-ce qu'ils vont faire preuve de discernement et de courage, puisque l'un va jamais sans l'autre? Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment la question qui compte, sachant que, et c'est juste un dernier point, à mon avis, la composition générationnelle du vote LR est fondamentale pour les années qui viennent. C'est-à-dire que les Républicains
En fait, ils auraient pu s'appeler les retraités, c'était pareil, c'est-à-dire que l'électeur de Wauquiez, c'est en moyenne l'électeur le plus âgé de tous les partis. C'est vrai. Et du coup, ce qui pourrait d'ailleurs expliquer le fait qu'en réalité il a un côté un peu beau gendre, très calme, etc. Pour faire plaisir à cet électorat qui ne veut pas de la sortie de l'euro, parce que évidemment pour les retraités c'est dramatique, qui ne veut pas qu'on tape trop dans la fourmilière. À mon avis, c'est-à-dire que donc le premier paramètre c'était est-ce que les gens de droite vont se faire avoir par le parti républicain, enfin par les républicains. Il y a aussi la deuxième paramètre qui est lié au premier, qui est quand est-ce que les baby boomers en fait vont continuer à être une force dominante dans la vie politique française, quoi. Ouais. Puisque dans les 20 prochaines années, il y aura une grosse correction démographique de cette population-là, c'est normal. À mon avis, là, on aura une vraie recomposition à ce moment-là. Bon, on n'a pas trop entendu Adolphe sur le sujet. C'est vrai que Scoudi était très intéressant, du coup je préférais écouter pour l'instant. Puis j'étais pas spécialement au courant du fonctionnement de l'Union européenne en termes de politique. Je connaissais pas par exemple ces partis européens. Bon, après c'est pas un sujet sur lequel je suis spécialement doué ni intéressé même, parce qu'il est triste d'ailleurs, on l'a dit, que les eurosceptiques qui ne participent pas et ne s'intéressent pas, c'est ce qu'il y a de pire. Donc voilà, je suis un peu ce qu'il y a de pire en termes de patriote. Mais c'est une belle autocritique, ça va. Mais du coup, le fait qu'on en discute là, ça me permet de mieux comprendre et de me relancer un peu dans l'électoralisme européen, ce que j'invite beaucoup de gens à faire. Bah après c'est vrai aussi que c'est très intéressant à suivre la cuisine électorale, parce qu'en fait c'est un peu ça quand même, il faut le dire. Après c'est vrai que il faut commencer quelque part, ça peut être intimidant par où commencer, etc. Mais je trouve qu'on y prend goût assez vite, puis on peut sans aller jusqu'à faire des pronostics, parce que c'est vraiment l'exercice risqué par excellence. C'est le meilleur moyen de passer pour un guignol, mais on peut quand même comprendre un petit peu quelles sont les lignes de force, les paramètres importants, et puis ça c'est ce que je disais avant l'enregistrement de l'émission, que moi depuis l'élection de Macron je ne faisais plus de pronostics. Jamais je n'aurais parié sur sa victoire ni même sa présence au second tour. Alors oui, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont été surpris, mais oui du coup, alors pour terminer sur ce sujet-là, finalement qu'est-ce qu'on peut, pour synthétiser, il semblerait quand même que c'est assez inhabituel, on l'a déjà dit, que la République en marche soit quand même dans une position de force, ouais. Ce qui est c'est quand même particulier que ce soit au moment où Macron est le plus contesté, que ce soit son mouvement qui soit le plus favorisé dans les sondages pour les européennes. Ouais, c'est vrai que l'état de la rue les samedis ne laissait pas présager un tel résultat. Voilà. Les défilés citoyens en gilets jaunes, c'est pas forcément très macronien. Bon voilà, c'est un truc à suivre. Après on peut avoir des retournements. Je crois que c'est le pourcentage des électeurs qui se décide 2 jours avant le jour de l'élection. Oui, voilà. Donc il y a toujours des surprises qui puissent se passer. Voilà, et si ça se trouve il y aura un événement dans l'actualité qui fera basculer dans un sens ou dans l'autre. Bon. Mais après il semblerait quand même que ce qui nous intéresse ici c'est quand même les tendances un peu lourdes. Et que voilà, pour les républicains c'est une recomposition entre des populistes et des gens qui en fait vont rejoindre le programme mondialiste, quoi, pour aller très vite. La République en marche semble, s'ils arrivent à se synthétiser, à être durable, ce qui est pas gagné, mais ils deviendraient en gros le gros bloc du centre qui fait un peu la vie politique française, autour duquel s'organise le reste. Moi la France insoumise, j'ai pas l'impression d'en avoir beaucoup entendu parler dans ce cycle d'élections. J'ai pas, d'habitude ils ont le chic pour quand même gueuler face au micro pour là. Non, mais en fait c'est exactement comme pour Debout la France où les Républicains ils sont occultés par le duel, le duel Macron-Le Pen qui se rejoue, quoi. Ouais. Et après en plus ils font aussi partie de cette de ce que les médias appellent les partis eurosceptiques. Ouais. Donc effectivement leur électorat ne fait pas partie des plus intéressés. Ils ont aussi mis une jeune tête de liste un peu sortie de nulle part. Qui pour l'avoir écouté parle bien, connaît bien ces sujets, mais voilà, elle fait concrètement rêver personne, quoi. Ouais. Puis je pense on avait dit que les eurosceptiques avaient tendance à moins voter. Je pense qu'il y a aussi un phénomène qui se surajoute, c'est qu'il faut pas se voiler la face. Une part importante de l'électorat Mélenchon, c'est un électorat immigré, et on sait que les immigrés sont beaucoup moins impliqués dans les questions civiques que les natifs, quoi. Ouais. Donc c'est un truc à garder en tête à mon avis. Du coup, là, à ce stade de l'émission, moi j'ai assez insisté auprès de mes amis et co-animateurs pour qu'on fasse un interlude musical, on va dire. Et qu'est-ce qu'on va écouter, dis-nous. Et alors, moi j'aimerais qu'on écoute l'appel de Fraction, parce que donc c'est pour ceux qui connaissent pas Fraction, c'est un groupe de rock identitaire français. C'est quelque chose qui existe de moins en moins aujourd'hui, mais qui a connu un peu ses lettres de noblesse. On va dire au début des années 2000,
dans une perspective en fait de reconquête culturelle patriote face à la mainmise de la gauche sur tout ce qui était musique et surtout musique un peu actuelle. C'est pour ça que là c'est du rock un peu dur, voilà, qui s'adresse à une certaine jeunesse. Et pourquoi donc ce morceau-là? Parce qu'en fait on a parlé des européennes juste avant, et c'est un morceau qui appelle. Alors bon, on peut avoir même autour de cette table ou vous qui nous écoutez, on peut avoir effectivement des visions différentes sur quelle Europe est-ce qu'il faudrait, etc. Mais je pense qu'on est quand même tous d'accord pour dire que nous sommes européens en tant que Français, on est européens, et aujourd'hui les différents pays d'Europe font face aux mêmes défis. Et donc cette chanson, l'appel, est un appel en fait à l'unité, en fait l'unité de combat à échelle européenne face aux grands défis du monde contemporain, tout en restant enraciné en fait dans ce qui fait nos diverses identités au sein de l'Europe. Ok, bon on va écouter ça, c'est l'appel de Fraction. De
voilà, donc on est de retour pour la deuxième partie de l'émission. Donc là, oui. Donc on voulait parler d'un troisième sujet qui a une signification importante pour moi. Bon, on verra si c'est la même chose pour mes co-animateurs, mais normalement oui. Voilà, c'était donc il y a plusieurs jours, on a appris donc la mort de Guillaume Fay, qui est un essayiste français. Donc je dis essayiste, mais en réalité c'est quelqu'un qui a eu de nombreuses activités. C'est quelqu'un qui aimait à citer la phrase, je crois que c'était de Confucius, il faut avoir plusieurs vies dans la même existence. Et c'est vrai qu'effectivement il a incarné ça à bien des égards. Donc Guillaume Fay, c'est quelqu'un qui était né en 1949 et donc qui est mort à l'âge de 70 ans et qui a été une figure incontournable de ce qu'on a appelé la nouvelle droite en France, de la période de la fin des années 70 au milieu des années 80, qui a ensuite pris une pause des activités politiques pour faire notamment de la radio, donc il s'appelait Skyman, donc il était à l'époque à Skyrock, à l'époque où Skyrock n'était pas encore une radio de rap et tout ça, et c'est quelqu'un qui s'était fait reconnaître à cette époque-là pour son grand talent pour les canulars téléphoniques, aussi bizarre que ça puisse paraître, qui a écrit quelques bouquins un peu humoristiques, un peu marrants. Et ensuite c'est quelqu'un qui a fait un retour fracassant aux écrits politiques en 1998, avec un essai qui a marqué beaucoup de gens qui s'appelle l'archéofuturisme, qui est notamment beaucoup cité par exemple chez les identitaires, mais pas que, et qui se voulait la tentative de Guillaume Fay de proposer une vision pour l'avenir qui réconciliait les anciennes valeurs archaïques avec les nouveautés de la technoscience contemporaine et à venir. Ensuite, donc voilà. Donc il a écrit ensuite d'autres essais après celui-ci. Donc je crois qu'il avait écrit en 2000, si je dis pas de bêtises, La colonisation de l'Europe, discours vrai sur l'islam, qui lui a valu à lui et à son éditeur une condamnation de plusieurs dizaines de milliers de francs pour le truc classique, incitation à la haine raciale, machin. Et c'était vraiment un ouvrage explosif dans le débat sur l'immigration, puisque Fay parlait sans tabou, en nommant le problème, en le quantifiant, en voulant apporter des solutions et en voulant se débarrasser de toutes les postures vraiment inopérantes, défaitistes, fatalistes qui existaient, en disant qu'il y avait un obstacle existentiel qui menaçait l'Europe, et pas que la France, même si la France était particulièrement touchée, et qu'il y avait besoin d'un réveil européen, voilà, pour y faire face. Donc c'était également un ouvrage qui a fini de marquer sa séparation d'avec le Grèce, puisque on se souvient des recensions, je crois que c'est Michel Marmin et d'Alain de Benoît, qui disaient que Fay était devenu un névrosé raciste, machin. Bon, c'est marrant d'ailleurs quand les gens d'un mouvement qui s'appelle la Nouvelle Droite parlent comme des profs communistes, bref, c'est autre chose. Et ensuite Fay avait continué d'écrire une série de bouquins, donc il avait quand même fait beaucoup parler d'eux, donc alors qu'est-ce qu'il avait fait aussi, La convergence des catastrophes, d'autres ouvrages comme ça. Et là le dernier ouvrage qui va apparaître de façon posthume, au titre équivoque, aux éditions de l'inénarrable Daniel Conversano, et qui va s'appeler Guerre civile raciale. Bon, je l'ai pas encore lu parce que j'ai pas eu les mains dessus. Bon, on s'attend à du Fay classique. À mon avis, ce sera une version reboostée de la colonisation de l'Europe. Bon, vraiment. Mais voilà. Donc c'est quelqu'un qui s'était fait connaître par ses positions très hétérodoxes, puisque c'était quelqu'un qui se réclamait d'un paganisme, mais qui n'était pas en faveur d'une reconstruction d'une religion païenne. C'était plutôt une attitude envers l'existence. C'était quelqu'un qui avait beaucoup lu les auteurs de la gauche, qui les maîtrisait très bien, qui avait un tropisme européen très affirmé, en même temps quasiment postmoderne par certains aspects. C'est quelqu'un qui avait étudié la sociologie de la sexualité. C'est quelqu'un qui, par exemple, les gens ne le savent pas, avait je crois 2 doctorats et 2 masters, dont il ne parlait jamais parce que c'était pas très important pour lui, un en sciences politiques et en économie, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'était quelqu'un qui était un véritable érudit pour le coup, qui était très éclectique dans les domaines qu'il touchait, la sociologie, la psychologie, l'histoire, etc., la politique pure aussi. C'est quelqu'un qui était notamment qui avait été un des membres les plus importants de la Nouvelle Droite dans sa première période, on va dire, donc plutôt sa deuxième période, c'est-à-dire entre 76 et 83 à peu près, avec des ouvrages comme La Nouvelle Société de Consommation, Contre l'économisme, Introduction à l'économie politique, Le système a tué les peuples, qui dénonçait la finance internationale et le capitalisme globalisé comme tuant les identités locales. Il avait également sorti L'Occident comme déclin, où il faisait la distinction et l'opposition entre l'Europe et l'Occident, quelque chose d'assez intéressant qui pourrait être toujours productif aujourd'hui. Il avait également parlé du coup d'État mondial pour dénoncer l'impérialisme, enfin ce qu'on appellerait l'impérialisme américain et ses conséquences. C'est quelqu'un qui notamment prônait une sorte d'alliance du monde arabo-européen contre l'empire américain. Alors après il a modifié ses opinions, je n'ai jamais caché, mais vers la fin de sa vie c'était plutôt une forme d'européanisme très musclé
contre l'immigration invasion arabo-musulmane, hein, pour être de façon très claire. Voilà, donc ce qui lui a valu l'inimitié de nombreuses personnes, c'est de ne pas s'être assagi avec l'âge, n'est-ce pas. Donc voilà, Faye serait mort de ce dont j'ai compris d'un cancer. Donc malheureusement il est décédé le 6 mars dernier. Voilà, c'est ça. Donc on aura encore un livre posthume à lire, ce qui est une production importante aussi en termes d'articles, puisqu'il avait beaucoup contribué à Éléments et à Nouvelle École. Et donc c'est quelqu'un qui est intéressant parce que dans l'époque actuelle où beaucoup de jeunes Français européens sont un peu intellectuellement orphelins, c'est-à-dire que beaucoup des héritages politiques qui nous sont présentés, n'ont rien à nous dire, c'est-à-dire que le gaullisme c'est quand même quelque chose de dépassé, hein. Le nationalisme français, sauce action française, c'est un charme de musée, mais c'est tout. Bon, on pourrait évoquer encore tant d'autres choses, le solidarisme des années 80 et tous ces trucs-là. Faye, c'est quand même quelqu'un qui a des vraies connaissances, qui a une capacité de synthèse, une capacité de formulation, et toujours une volonté d'avoir des idées opérantes et utiles, qui a produit des ouvrages qui, à mon avis, sont importants pour la génération actuelle et les générations à venir. Donc j'encourage tous les auditeurs à s'informer sur Guillaume Faye. Donc si je devais conseiller 2 ou 3 bouquins, je conseillerais, alors paradoxalement je conseillerais pas La colonisation de l'Europe, puisque il est sorti il y a presque 20 ans, et donc aujourd'hui, même si le ton est intéressant, beaucoup des données sont en fait un peu obsolètes. Donc si vous êtes intéressé par les données, lisez La France interdite par exemple. Et voilà, donc je conseillerais l'archéofuturisme, éventuellement Le système à tuer les peuples, et après pourquoi pas l'Occident comme déclin, qui à mon avis est vraiment très bon. Enfin voilà, donc vous pouvez tout à fait. En plus c'est quelqu'un qui n'est pas du tout, comment dire, il écrit pas des bouquins de 1200 pages avec du jargon pas traduit de l'allemand, quoi. C'est quand même quelqu'un qui est très lisible, qui a un ton très didactique, ce qui a toujours été son but dans sa carrière d'essayiste, donc c'est louable. Donc voilà, je sais pas si vous avez des remarques à faire. Doc, toi tu as lu du Guillaume Faye, toi? Un petit peu, et pour poursuivre ce qu'a dit Dagon, c'est que il est assez pas forcément facile à lire, hein, faut rester accroché, mais il te lâche pas parce qu'il a un vocabulaire qui est très cru, il rentre dans le sujet, hein, il hésite pas. Des fois ça fait un peu coup de poing mental, tu te dis putain il a utilisé ce mot quoi. Ouais. Le fou, il veut un procès. Mais ça te permet de rester dans le bouquin, de rester dans ta lecture et de te dire attends il a utilisé ce mot, si jamais t'as pas suivi, tu as bien voilà, ces bouquins en fait ils sont pas forcément faciles à lire, hein, mais il faut s'y lancer. Mais une fois que tu le lis, tu sais que t'es obligé d'être concentré et de bien le lire. C'est le genre de bouquin, tu peux pas juste le lire en diagonale. C'est ça que j'apprécie beaucoup chez Guillaume Faye, c'est que quand tu le lis, t'es sûr de le retenir. Et normalement, ça t'apporte quelque chose. C'est-à-dire que t'as fini ta lecture, normalement, t'en es pas au même point où t'étais avant. Mais si t'es pas du tout d'accord avec ce qu'il dit, c'est quand même quelqu'un qui est censé te faire progresser, parce qu'il y a toujours cette vision un peu didactique. Ouais. Alors bon, moi j'ai peut-être une vision un peu moins idolâtre du personnage. Après c'est un peu délicat d'en parler maintenant que qu'il est décédé récemment. Voilà, je vais pas cracher sur sa tombe ni rien, surtout que voilà, je partage l'enthousiasme de mes amis en ce qui concerne son héritage intellectuel. Voilà, il a apporté effectivement quelque chose à la droite patriote, pour ne pas dire identitaire en France. Ça c'est indéniable. Après j'ai quand même plusieurs critiques. Bon, déjà à titre personnel, voilà, dans ce que vous dites, surtout ce que tu dis, Dagon, on sent que il y a vraiment ce côté maître à penser, en fait. Voilà, et moi ça me gêne de lire un bouquin. Au final son statut, on va dire, c'est idéologue, en fait. Oui. C'est un idéologue. Oui. Et moi voilà, bon après c'est à titre personnel, je sais pas si certains de ceux qui nous écouteront partageront ce sentiment, mais voilà, à partir du moment où quelqu'un est un idéologue qu'il a une doctrine à nous livrer, etc., moi ça a tendance à me faire faire un mouvement de recul, justement, plutôt que de me dire allez je vais me plonger dedans et boire les paroles. Non, je vais justement avoir une distance qui va se créer par rapport à ça, parce qu'effectivement voilà, il a écrit notamment voilà Pourquoi nous combattons, qui est un petit peu voilà un credo de sa pensée. Et moi voilà, ce côté un peu dogmatique me gêne un peu dans son œuvre. Et après même si bon chacun a ses travers, personne n'est parfait, moi le premier, quand effectivement il cite Confucius
Rappelle-moi la citation exacte. Il faut mener plusieurs vies dans la même existence. Voilà, mener plusieurs vies dans la même existence. Moi, bon, j'ai fait un petit peu, très brièvement, mais un an de scoutisme en tant que routier, et il y a un principe qui est très important, je sais pas si ça parlera à certains, c'est l'unité de vie. Donc voilà, c'est deux visions peut-être qui s'opposent un petit peu. Et là où le bas blesse chez Guillaume Fay, ça va être un petit peu là-dessus. Ouais. C'est-à-dire qu'il va effectivement avoir des écrits sur voilà la grandeur de l'Europe, la morale, etc. Et par ailleurs, parmi les vies que tu n'as pas citées dans ta biographie, voilà, moi je la rappelle à dessein, c'est que dans sa période Skyrock, il a aussi été acteur pornographique. Oui, c'est ce qui n'est pas, je veux dire, je ne condamne pas tous les acteurs porno qui potentiellement pourraient nous écouter, mais disons voilà, dans ma vision des choses et de l'ordre moral, effectivement, oui, il y a quelque chose il y a un endroit où le bas blesse, on va dire, dans sa personne et dans sa vie, sur ce côté justement unité de vie, unité entre les paroles et les actes. Il a aussi des positions même sur le fond qui moi me gênent profondément, notamment sur l'homosexualité. Il a participé activement à la revue Gay France, oui, qui était une revue homosexuelle. Il a prôné aussi à l'occasion pour reprendre ces termes, l'érotisme adolescent, en se basant sur le paganisme grec, etc. Donc voilà, même sur le fond, moi je partage effectivement un certain enthousiasme quant à l'héritage politique qu'il a pu apporter, mais avec quelques réserves sur ces sujets-là. Bizarrement sur le sujet de la sexualité et de la morale sexuelle, alors que c'était un enseignant en sociologie de la sexualité, donc effectivement. Oui. Non, après ça je suis pas du tout en désaccord, pour être très clair. Pour moi, chez Guillaume Fay, tout est à prendre, sauf effectivement tout ce qui touche, on pourrait dire, à la morale personnelle ou ces choses-là, où on sentait que c'est quelqu'un qui avait tendance un peu à rationaliser sa propre, je sais pas comment on pourrait dire ça, sa propre manière d'être. En essayant de lui donner un vernis politique, alors qu'à mon avis, mais c'est vrai que effectivement, oui, je suis pas du tout. On comprend pourquoi il se réclamait d'une forme de paganisme et d'un vitalisme un peu bordélique, ou baroque. Ouais. C'est aussi, à mon avis, pour coller à la propre vie qu'il menait aussi, quoi. Ouais. Donc ça, c'est indéniable. Mais après, c'est quelqu'un qui est a globalement assez peu écrit sur ces sujets-là, en fait. Quand tu fais la somme. Il a écrit sur ces sujets-là, surtout dans les années 80, où le but c'était un peu de mettre un coup de pied à la vieille droite molle et pour faire un peu l'agitateur. Pour ça qu'il a plus vraiment écrit là-dessus, quoi. Bon. Mais après je peux tout à fait comprendre. Donc c'est ces positions que je réprouve aussi. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais je faut apporter des réserves sur le personnage. Non, mais c'est toujours bien d'apporter des précisions. C'est vrai. Après, tu avais évoqué pourquoi nous combattons. C'est vrai que j'avais complètement oublié de le citer, je sais pas pourquoi. C'est un ouvrage majeur. Alors voilà, c'est un peu, c'est vrai que s'il y en avait qu'un à garder, c'est celui qui synthétise tout, c'est celui-là. Alors pour l'instant, il est difficile à trouver, si vous le cherchez sur internet, il va être cher, parce que vous trouverez des vieilles éditions d'occasion. Mais si vous arrivez à mettre la main dessus, et notamment, je crois qu'on peut trouver des PDF gratuits. C'est un ouvrage très intéressant, parce qu'en fait, c'est un abécédaire, alors qui est précédé d'une série de textes courts, un abécédaire des idées politiques de Fay sur à peu près tous les sujets, donc il y a de la démocratie, le populisme, l'immigration, l'ethnomasochisme, qui est le mot qu'il a créé lui-même. Et en fait, il propose une sorte de synthèse où par un abécédaire, il fait une mosaïque de tous les concepts et les idées que lui va employer pour décrire ce qui se passe actuellement. Donc c'est un ouvrage qui est très intéressant si vous voulez vous intéresser aux idées politiques, mais que vous n'avez pas envie de vous farcir la République de Platon et je sais pas quoi, et que vous voulez commencer par des choses un peu contemporaines et vulgarisées. Pour moi, c'est vraiment un bon ouvrage. Mais si vous n'aimez pas qu'on vous dise quoi penser, ça vous plaira pas. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, Fay s'en cache pas, c'est un idéologue et il écrit de la doctrine. Après, je pense que c'est quelqu'un. La raison pour laquelle il écrit avec ce style-là, c'est aussi par synthèse, quoi. Parce qu'on sait très bien que l'auteur d'idées politiques, qui fait de la politique moyennement, en général, qu'est-ce qu'il va faire? Un bouquin illisible de 2500 pages où il y a une vision du monde complète, voilà. Donc là, c'est simplement quelqu'un qui dit, sur tel sujet, je pense ça, voilà pourquoi c'est la version correcte, puis après, démerdez-vous avec, vous êtes d'accord ou pas, c'est votre problème. Mais voilà. Donc c'est quelqu'un qui a toujours été un peu franc-tireur, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a quitté le Grèce, il s'est pas vraiment associé à d'autres trucs. C'est-à-dire qu'il a un peu travaillé avec Robert Stöckers de Vouloir et Orientation européenne, un peu avec Terre et Peuple, à l'époque où ça craignait pas trop. Enfin,
Si, oui. Bref. Et voilà, après il a un peu fait son trajet tout seul, c'est quelqu'un qui avait notoirement un caractère difficile, quoi. Bon, ça, c'est... Mais voilà, mais en tout cas, même si je voudrais pas excessivement noircir le tableau, à mon avis, dans le paysage des œuvres écrites qui existent en politique en France, sur la question européenne et tout ça, je pense que c'est vraiment partie des auteurs importants. Il peut vous apporter beaucoup de choses, ne serait-ce que par désaccord. Hein. Parfois, on se forme aussi en étant en désaccord complet avec des auteurs. Ça permet d'affiner ses propres idées. Bon, je pense que ça s'applique complètement dans ce cas-là, quoi. Donc, je vous conseillerais, s'il y avait qu'un seul à lire, je vous dirais Pourquoi nous combattons. Après, encore faut-il le trouver. C'est une tâche difficile. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres choses à dire là-dessus? Je réfléchis. Oui, alors, enfin, on pourrait dire aussi que avec le décès de Guillaume Fay, c'est vrai qu'effectivement, on voit qu'il y a toute une génération d'auteurs et de gens qui sont intéressés à l'action politique, tout simplement qui tend à disparaître, quoi. Le paysage devient quand même de plus en plus clairsemé. Et il est quand même visible que, voilà, on avait déjà eu la mort, le suicide de Dominique Vénère en 2013. On pourra revenir dessus dans un épisode ultérieur. Donc là, Fay est mort. On voit bien que le Grès, c'est des gens qui sont en train de vieillir. Bon, je peux pas être médisant, mais voilà, Alain de Benoît, c'est pas quelqu'un qui va encore écrire 50 bouquins, je crois pas qu'il ait le temps. Après, même, au-delà du fait qu'il soit en train de vieillir, le Grès a pris aussi une direction qui, à mon sens, n'est pas réellement patriote. Oui. C'est voilà, quand on a Alain de Benoît qui nous explique qu'il préfère avoir une mosquée à côté de chez lui plutôt qu'un supermarché, je pense qu'il y a un problème même politique de fond là qui. Ouais. Non, c'est vrai que le Grès a dérivé vers un tiers-mondisme, l'islamophilie, un côté. Enfin voilà, Benoît c'est quelqu'un qui vote Mélenchon aujourd'hui. Donc, alors que Mélenchon théoriquement est à l'opposé intégral des positions que le Grès avait défendues mordicus dans les années 70-80. Mais bon. Et donc voilà, donc c'est aussi la question, c'est-à-dire que la relève se fera pas toute seule, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont travaillé à une certaine époque. À mon avis, voilà, il faut s'intéresser à ces questions-là, ne serait-ce que, voilà, par culture personnelle. Mais à mon avis, c'est des idées qu'il faut se réapproprier, et voilà, quoi. Bon, après, pour les auteurs, enfin, je trouve que, sans dire que c'est une relève, on a quand même, de nouveaux personnages, quand même, qui sortent un peu du lot, et qui, bon, je suis pas en accord avec ce que je vais citer, hein, mais on a Zemmour, on a Oberton. Alors, je suis pas en accord, je suis en accord sur certains points, je suis en désaccord sur d'autres, hein, comme avec Fay. On peut pas être d'accord avec tout ce que dit tout le monde. Mais je pense qu'il y a quand même une capacité intellectuelle et bibliographique qui, à mon sens, peut nous permettre de tenir intellectuellement pendant un petit moment. Oui, c'est vrai. Bah d'ailleurs, enfin, si on peut évoquer la question de Zemmour avant de finir, c'est très intéressant parce que Zemmour, pour le coup, vient d'une version finalement très un peu à la fils à papa, enfin à la papa du nationalisme français, quoi. C'est le gaulo-bonapartisme, c'est l'idée jacobine du nationalisme abstrait, etc. Mais qui évolue petit à petit. Ouais. Voilà, moi je me souviens d'il y a 3, 4, 5 ans maximum, d'un Zemmour qui défendait mordicus l'assimilation comme modèle d'immigration. C'est ça. Aujourd'hui, il s'est bien rendu compte que c'était obsolète, il est vraiment passé à autre chose. Ouais. Donc il parle maintenant du retour des immigrés dans leur pays. C'est ça. Il le cite pas, mais c'est la remigration, quoi. C'est ça. Donc je pense qu'il y a moyen effectivement que Zemmour évolue dans le bon sens. Bah c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aujourd'hui je pense que ces différentes années à la télé lui ont appris le tempérament de ne pas céder, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'excuse pas, il a raison. Et plutôt que des gens qui ont vieilli, qui se sont ramollis, qui se sont compromis, c'est quelqu'un qui a fait évoluer sa vision dans un sens pas toujours confortable, etc. Et voilà, c'est quelqu'un qui fait en même temps, et c'est très intéressant, l'éloge de l'ancien régime, et en même temps qui explique qu'il faut pas être dans une vision passéiste de la France, enfin qu'il faut quand même être très clair avec les problèmes d'immigration, qui considère que la démographie c'est l'enjeu majeur du XXIe siècle, il l'a dit à plusieurs reprises, c'est tout à fait juste. Voilà, donc c'est intéressant. Concernant Oberton, Oberton c'est intéressant parce que pour le coup, c'est un essayiste, alors qui essaye d'être apolitique, on va pas se mentir, je pense pas qu'il... Enfin, je pense pas que ce soit une référence de gauche, quoi. Voilà, c'est ça, je pense que je sais à peu près où il vote. Mais voilà, c'est quelqu'un qui écrit des ouvrages bien foutus, bien documentés, très intéressants. La raison pour laquelle, à mon avis, on peut parler d'insécurité aujourd'hui sans... avec un peu de poids et d'assurance, c'est parce qu'il y a eu la France Orange Mécanique, hein, très clairement. D'ailleurs, ce qu'on a reproché au bouquin, c'était non seulement de parler d'insécurité,
mais du lien entre immigration et insécurité. C'était tout ce qui lui avait été reproché quand il avait dit, je crois que 2/3 des crimes et délits sont commis par des immigrés ou des descendants d'immigrés. Ouais, un auteur, même un scientifique plutôt, qui va aussi nous donner beaucoup d'éléments, malgré qu'il soit pas du tout politique, lui, ça va être Christophe Guilluy, le géographe. Oui, tout à fait. C'est un peu ce genre d'ouvrage, effectivement, la France orange mécanique, la France périphérique, tout ça, c'est des ouvrages, effectivement, qui vont donner une épaisseur scientifique, en fait, à des propos politiques. Voilà, et qui permettent de structurer une vision du monde en confirmant que non, vous n'êtes pas fou. Voilà. Ouais. Quand vous lisez la rubrique, intéressante à lire. Tout à fait. Oui, il y a plein d'auteurs comme ça. Hein. Certains sont probablement pas connus encore, attendant qu'à d'être découverts, mais ouais, il y a tout. À mon avis, il y a toute une littérature qu'on peut utiliser qui est pertinente. Hein. D'ailleurs, enfin, c'est pas impossible qu'à l'avenir dans l'émission, on fasse des fiches de lecture ou des présentations d'ouvrages. C'est même sans doute probable. Oui, pour rien vous cacher, c'est même prévu. Hein. Mais voilà. Nous spoil. Voilà, c'est ça. Parce que c'est aussi ce qu'on essaye, d'incarner, c'est-à-dire qu'on se rend compte que dans la niche des podcasts qui parlent de politique et de société en France, il y a pas énormément de choses et ce qui est présent n'est pas forcément encourageant. Donc bon, on s'est dit, autant se retrouver les manches, faire le boulot nous-mêmes et puis on verra ce que ça donne. Quoi. On espère que ça vous aura plu en tout cas. Voilà. Que ce premier pilote aura tombé vos attentes. Donc évidemment, c'est un premier épisode avec tout ce que ça implique. Bien évidemment à l'avenir ce sera mieux fait à tous les niveaux, pas de problème. Donc voilà, si vous pouvez nous les donner un retour, dites-nous ce que vous en pensez, si vous voulez qu'on évoque certains sujets ou si vous avez des questions, posez-les puis on s'efforcera d'y répondre du mieux possible. Et du coup à la semaine prochaine. À très bientôt. À très bientôt, et la semaine prochaine je serai sûrement plus bavard. Voilà. Bonne nouvelle, excellente perspective.